Bonjour Diane, ça va? Très bien, merci. Très bien. Mieux que la France. Oui, plutôt. Pas difficile. Bonjour Monsieur Lassac. Alors, Ludivine, bienvenue. Merci. Je crois que c'est la deuxième séance, c'est ça? Deuxième séance, Non, c'est- première en activité, on va dire. C'est ça, oui, exact, Voilà. exact. Donc on va faire une symphonie à deux voix féminines aujourd'hui. Voilà. Et il manque notre ami Eric. Oui, là je crois qu'il fêtait l'anniversaire d'un de ses frères. Tout à fait. Très bien. Il sera Bon, prochaine. on verra ça la prochaine Une fois. autre fois, exactement. Alors, commençons par nos questions d'actualité du mois de juin. Souhaitez-vous revenir sur les commémorations de la bataille de Verdun? Oui. Pour une raison très simple, c'est que vraiment, ceux qui nous gouvernent ne lâchent jamais. Alors, ils avaient été bloqués quand ils avaient voulu faire clôturer les commémorations de Verdun par un chanteur black, je sais pas quoi, chouette. Black M. Black M. Il y avait eu un tel tollé qu'ils avaient été obligés de rengainer leur truc. Le maire de Verdun, socialiste, bien embarrassé, avait été obligé d'annuler le truc. Et ils ont récupéré la chose de façon, je dirais pas peut-être encore pire, mais tout aussi tordue. C'est-à-dire de faire participer, je crois, je sais pas, 3000 jeunes, Oui. 3000 jeunes, au son de tambours du Bronx. C'est très français ça, bien sûr, tambour du Bronx. Ça évoque tout à fait Verdun. Courant entre les tombes, comme si on voulait les piétiner, tout simplement. Après tout, c'est ça le symbole, non? Donc voilà par qui on est gouverné. Ce sont des gens qui ont la haine de la France et de toute son histoire. Les Voilà. conséquences sont peut-être même pires que si ça avait été... À la limite, c'est encore pire comme symbole. Tambour du Bronx et courant entre les tombes, c'est-à-dire tout de même courant sur ces malheureux qui sont sacrifiés, c'est tout de même, c'est ignoble. Et voilà par qui on est gouverné. Et c'est pas qu'on vienne pas dire, ah oui, les socialistes ceci et les socialistes cela. Tous pareils, des libéraux, centristes, socialistes, communistes, ce sont les mêmes parce que les donneurs d'ordre sont les mêmes. Alors, deuxième question, pour ne pas avoir été sélectionné, le footballeur Karim Benzema a accusé Didier Deschamps de racisme. Que dire de cette polémique? Bon, alors évidemment, ce ne rentre pas dans le cadre des questions habituelles plutôt politiques, et pourtant c'est politique. Tout est Là, politique. évidemment, tout est politique, exactement, tout est politique. Alors cette affaire-là, incontestablement, est très riche d'enseignements. Premièrement, on dirait qu'il doit y avoir un quota de Noirs, d'Arabes, éventuellement de Français de souche dans l'équipe d'élite de France. Bon. Éventuellement. Alors, Benzema, c'est quoi? Il est sorti des... Algérien, je crois. Oui, il est algérien, il est sorti des banlieues à problème. Il a réussi à se faire un nom en football, notamment quand il joue à l'étranger, parce qu'il joue bien à l'étranger. Curieusement, dans l'équipe de France, il n'a jamais été génial. Visiblement, ils ne sont pas concernés. C'est ça que ça veut dire. Et puis alors, le pompon, ça a été quand il a cru intelligent de participer à un racket concernant un truc bizarre. Mais là encore, c'est toute notre société que cela décrit. C'est l'affaire d'une vidéo que ce malheureux, son collègue d'équipe de France, il s'appelle déjà Mathieu Valbuena, avait fait. Donc, il avait filmé ses ébats amoureux avec sa compagne. Et je ne sais pas comment ce film était tombé entre les mains de copains de Benzema, qui ont voulu le faire chanter. Sinon, il diffusait ça sur la toile, etc., etc. Élégance bien française. Alors, évidemment, Benzema n'a pas apprécié du tout, il a rendu la chose publique. Et alors là, c'est là que l'on voit comment nos milieux politiques et sportifs sont tenus. Par la peur de l'antiracisme. Du racisme. Alors, il y a eu tout un jeu, oui, mais il n'est pas encore condamné, donc il pourrait peut-être faire partie de l'équipe de France.
le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, lui aurait promis qu'il ferait partie de l'équipe. De quoi je me mêle, c'est pas lui le sélectionneur. Hein. Et j'ai appris tout dernièrement que ce Noël Le Graët avait quelques petites accointances franc-maçonnes, pour pas dire autre chose. Donc voilà. Alors là, je dois dire que bon, je connais pas particulièrement Didier Deschamps, le sélectionneur, mais il a tenu bon. Et puis je regrette beaucoup, je reviens là-dessus. Bon, moi j'aime bien le football, j'ai regardé beaucoup de films de l'équipe de France, et d'autres aussi d'ailleurs, parce que j'aime bien voir le génie de chaque pays. Et j'aime bien voir aussi, et je constate aussi, c'est que la plupart des bonnes équipes sont des équipes homogènes racialement. C'est affreux ce que je dis, c'est absolument affreux. Comme l'Italie, vous... L'Italie notamment, l'Italie, l'Allemagne dans une moindre mesure, l'Espagne. Et voilà. Donc je trouve que c'est plein, cette histoire de Benzema est pleine d'enseignements sur la lâcheté de nos milieux politiques et sportifs. Et là encore, je dois dire, bien que je ne connaisse pas particulièrement le sélectionneur Didier Deschamps, il a tenu bon. Il a tenu compte, en premier lieu, de l'intérêt de l'équipe, de la solidité, de la cohésion de l'équipe, non seulement sur le terrain, mais au point de vue entente entre joueurs. Parce qu'il y a vraiment ce qu'on peut appeler vulgairement des semeurs de merde. D'ailleurs, suite à cela, il y a eu Eric Cantona qui a parlé Ah oui, alors Eric Cantona, bon, C'est terrible ce qu'il a dit. Eric Cantona, c'est un has-been qui maintenant s'est reconverti dans le cinéma et qui a fait des films quelque peu bizarroïdes, tout à fait bizarroïdes, porno, plus ou moins avertis. Donc c'est un type qui voudrait bien qu'on parle de lui, et il a fait parler de lui de la pire des façons. Voilà. Donc voilà, c'est tout cette espèce de marigot politico-sportif, etc., qui nauséabond. Plutôt. Pour continuer dans le football, quelle analyse faites-vous des affrontements de supporters survenus à Marseille? Alors c'est un magnifique montage, ça. Et j'ai vu encore les dernières nouvelles hier. Alors, pour les manifestations, les premières indications qu'on a eues, c'est qu'il y avait eu un certain nombre d'affrontements entre supporters russes et anglais à Marseille, dans le cadre du match entre la Russie et entre la Russie et l'Angleterre. Oui, la Russie et l'Angleterre. Alors, première chose intéressante, c'est que, premières informations, c'est toujours ça qui est intéressant qu'il faut voir, parce qu'après viennent les consignes pour modifier l'information. Et on nous apprend que parmi les personnes arrêtées, il y a 5 supporters anglais. Au début, on ne parle pas des Russes, on dit qu'ils ont participé et qu'il y a eu de la casse parmi les Anglais. Bon. Et puis la chose commence à évoluer, et on en arrive à ce que l'on nous dit maintenant, c'est qu'il y a eu, je ne sais plus combien de supporters, 3 ou 4 ou 5 supporters russes qui ont été interpellés, qui ont été expulsés, etc. La machine se met en route. Donc c'est la faute des Russes, et ce n'est la faute que des Russes. Les Anglais, pas de problème, de toute façon on sait très bien que la France, depuis la Révolution française, est aux ordres de la maçonnerie anglaise. Donc ça se retrouve, y compris sur le sport. Et oui, je disais, la chose s'est amplifiée hier, avec la décision du Comité olympique international de priver la Russie de participation aux prochains Jeux olympiques à Rio. Donc tout est fait sur le plan politique, sur le plan militaire, avec les manœuvres proches des frontières de la Russie, de l'OTAN, avec les Américains, bien entendu. Sur le plan sportif, dans tous les domaines, tout est fait pour mettre la pression pour la Russie. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que Poutine pète les plombs et fasse la même erreur qu'Hitler. Ils n'attendent que ça, ils la veulent, leur petite troisième guerre mondiale.
Alors, ils sont bien embarrassés, ils ne voudraient pas que ce soit eux qui la déclenchent. Bien que lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été tout de même l'Angleterre et la France aux ordres de l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Je rappelle ça tout de même pour ceux qui croient que c'est l'Angleterre qui a déclaré la guerre. L'Allemagne. C'est l'Angleterre et la France, donc la maçonnerie, comme pour la Première Guerre mondiale aussi, qui ont voulu cette guerre. Donc voilà ce qui est recherché, faire péter le plomb à Poutine et aux Russes en général, de façon à ce qu'ils fassent un faux pas. Donc là, on va aborder une autre forme d'hooliganisme, entre guillemets. Quelle relation entretiennent Manuel Valls et le syndicaliste Philippe Martinez? Le blocage des raffineries et plus généralement du pays n'est-il pas une volonté du pouvoir utilisant les syndicats, comme on a pu voir avec les cas? J'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé dans un des derniers journaux, probablement pas, mais j'en ai parlé dans la politique, dans la Club d'information, et je voudrais attirer l'attention, bon, pour ceux qui vont entendre l'entretien, je ne sais pas s'ils trouveront encore ce numéro du Figaro d'aujourd'hui, il y a une photo particulièrement parlante, qui est celle où l'on voit Philippe Martinez et la douce El Khomri, vraiment, on dirait, je crois que c'est vous qui avez dit tout à l'heure, on dirait frères et sœurs, comme ils ont l'air de bien s'entendre. Ah mais c'est vraiment touchant. Je ne sais pas si à la caméra on voit ça, on peut toujours essayer. On voit bien. C'est touchant. Vraiment, ils ont l'air de très très bien s'entendre. Deux compères. Alors moi, c'est ce que je dis déjà depuis un bon bout de temps. Tous ces gens-là sont complices. Que ce soit les libéraux avec Sarkozy notamment, que ce soit les socialo-communistes, etc., ce sont tous des internationalistes, des partisans du mondialisme. Et en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une volonté de destruction de la France, pan par pan. Pourquoi ? Pour la forcer, étant ruinée, d'accepter la gouvernance mondiale. Sous prétexte, rappelez-vous, c'est toujours le même discours, avant le référendum sur Maastricht, votez Maastricht, après ce sera plein emploi. Eh bien, vous allez voir, on va vous dire, on le dit déjà, il n'y a pas assez d'Europe, et puis il faut faire la gouvernance mondiale, parce que ça va tout régler. Promesse, 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 demain on brasse gratis, tout va très bien. Tout ira encore mieux. Donc voilà, c'est ça qu'il y a derrière ça. Alors qu'on ne vienne pas me dire que ce sont des incapables, des idiots, des ceci et cela, je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse. Ils sont particulièrement intelligents, mais dans la destruction de notre pays. C'est la devise Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, c'est exactement ab Chao d'ailleurs. On m'a repris d'ailleurs, un de mes correspondants latinistes m'a repris là-dessus, c'est pas ab Chao, c'est ab Chao. On ne prononce pas le S. On ne prononce pas de S parce qu'il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Voilà. Donc, hommage à ce correspondant qui m'a fait cette observation tout à fait justifiée. Et autant pour moi. Très bien. Pour Madame Hidalgo, installer les migrants à Paris est un devoir d'humanisme. Elle précise qu'il y aura des réquisitions si nécessaire. Que pensez-vous de son projet de construire plusieurs camps pour migrants ? On n'est pas dans le chaos là ? Ben, c'est exactement la même chose. Il y a eu une très bonne intervention de Stéphane Drattier, qui est un sénateur Front National de Marseille, et qui est maire des arrondissements de Marseille, disant qu'elle voulait installer quel était son terme ? La gabegie ou je sais pas quoi, un truc dans ce coup-là à Paris. On va faire de Paris un camp de réfugiés. C'est ça que sa réponse voulait dire. Donc c'est ça. Or, Anne Hidalgo, c'est quoi ? Ben, c'est elle aussi une descendante des Rouges d'Espagne. Comme Philippe Martinez. C'est un descendant des Rouges d'Espagne, ces gars-là. Qui sont venus se réfugier en France après avoir attrapé la pâtée des armées de Franco. Tout simplement. Et ils se vengent sur la France, parce que... Ils continuent leur travail. Ils continuent leur travail. Exactement. Ils continuent leur travail. Que pensez-vous des dernières déclarations d'Alain Juppé concernant la compatibilité entre l'islam et la République ? Ben, qu'il n'est pas de chez lui. Ah oui, ils ont marqué à Bordeaux, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose.
chez lui. C'est toujours la même chose. Alors, c'est un jeu, mais tordu de tordu de tordu. Que ce soit les socialistes, que ce soit les libéraux, ils croient tous qu'en faisant des risettes à l'immigration, ils vont essayer de récupérer une partie de l'électorat immigré. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est Ils juste font des un petites risettes. Vous électoralisme. savez, moi je suis pas raciste, vous pouvez voter pour moi. Tout simplement, c'est ça. Je pense Ça va. que les gens de l'immigration sont plus dupes de ce type de discours. Enfin, Beaucoup pense. ne sont plus dupes. oui. Exactement, je suis bien d'accord par des réactions que je reçois de musulmans. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Ils sont pas dupes. Bon, ceci dit, chez les immigrés, il y a de tout, hein, comme chez les Français. Même de touche. C'est pas pour autant qu'ils voteraient. Ce n'est pas pour autant, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'ils sont un petit peu pris pour des dindons de la farce, quoi. Il pourrait y avoir un glissement, après il faut voir. je pense. On ne sait jamais, on ne sait tant qu'on jamais. n'a pas vu dans les De films. toute façon, tant qu'on se bat, il y a de l'espoir, et puis il y a de tels renversements dans l'histoire, on ne sait jamais. On ne sait Exactement. Alors, Nicolas Sarkozy a récemment insisté sur les racines chrétiennes, l'identité et la souveraineté de la France. Quelle analyse faites-vous de son dernier discours ? De toute façon, il est capable de dire tout et le contraire de tout en espérant pouvoir revenir au pouvoir. Il reprend exactement les mêmes grosses ficelles de sa campagne de 2007. Avec le Karcher. Avec Karcher notamment, et puis rappelez-vous tout ce qu'il avait fait, son discours au Latran, qui avait tellement fait plaisir aux cathos, etc., etc. Mais il faut tout de même pas oublier que Sarkozy est celui qui, quand il était ministre de l'Intérieur, ça doit remonter à 2003, je crois. De toute façon, c'est dans mon livre la maçonnerie. C'est dans mon livre La maçonnerie. J'en parle, parce que c'est très significatif. Il avait accueilli au ministère de l'Intérieur toutes les obédiences maçonniques françaises. Et sur le thème, vous êtes le fondement de la République. Il avait raison d'ailleurs. Il avait raison. Donc voilà le personnage. Donc quand il sort ça, les racines françaises de la France, il a dit le contraire, il n'y a pas tellement longtemps au CRIF, dans lequel il disait que les Juifs étaient les racines de la France. Donc c'est Double discours. double discours. Alors, il va y avoir encore de bons petits bourgeois bien pensants qui vont dire « Ah, cette fois-ci, il a compris ». Ceux qui ne comprendront jamais. Et donc voilà, c'est le menteur, et je recommande à ceux qui écoutent ça de lire ma petite étude sur Sarkozy ou la mort programmée de la France, où je rappelle, document en main, que Sarkozy est une création américaine de la CIA contre Dominique de Villepin. Rappelez-vous de ça, contre Dominique de Villepin, qui avait empêché la France d'entrer en guerre dans la deuxième guerre contre l'Irak. Et les Américains étaient furieux et ils ont donc fabriqué et lancé Sarkozy contre Villepin. Il faut savoir. Et puis alors, tout le reste, l'origine familiale de Sarkozy, juif par sa mère, et pas n'importe quel juif, puisque son grand-père maternel était tout de même un grand rabbin de Salonique, et qui était un des premiers sionistes. Un des premiers sionistes, justement, avec Théodore Herzl. Donc il faut savoir ça quand même. Tout ça, ça explique Sarkozy. Et ça explique la haine atavique de ce monde juif contre les racines chrétiennes de la France, justement, dont l'autre a le toupet de vouloir se prévaloir. Lors d'une interview accordée à la télévision russe, Marine Le Pen a annoncé vouloir revenir sur la loi Taubira. Une fois élue, que pensez-vous de sa déclaration et des propos tenus lors de cette interview ? Eh bien, ça coupe court à un certain nombre de commentaires venimeux de la part de milieux dits de droite nationale, notamment de Rivarol, notamment d'un certain Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, qui passe son temps à cracher sur le Front National et sur Marine Le Pen. Bon, elle n'est pas parfaite, il y a des gens que je préférais ne pas voir au Front National, mais aussi des gens très bien qui y sont, et la déclaration de Marine Le Pen cloue le bec à ce genre d'individu. Elle a eu le courage, elle, de dire, ben oui, si j'arrive au pouvoir, la loi Taubira, dehors. C'est pas Sarkozy qui a dit ça. C'est pas Juppé qui a dit ça. Non plus. Fillon l'a un petit peu dit. Mais enfin, Fillon, il est tenu par le milieu dans lequel il est.
aviez évoqué un éventuel état de siège qui sera mis en place par le gouvernement. Pensez-vous que la reconquête de la France se fera par les urnes? Alors, il y a 2 volets dans votre question. Première étape, l'état de siège. Bon, premier aspect de votre question, oui, j'ai parlé d'état de siège, parce que avec cette stratégie de tension, avec les grèves, les casseurs qu'on laisse faire, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, on laisse faire. Et j'ai sorti, je crois que c'est dans le dernier numéro de La Politique, j'ai sorti cet entretien d'un CRS. C'était dans quoi déjà, dans un site proche de nous d'ailleurs, qui avait fait un très bon entretien avec ce CRS, qui disait à peu près ceci. D'abord, il rappelait les manifestations des partisans, des supporters du PSG, il y a quoi, 2 ans, 3 ans maintenant, où ça avait été une casse infernale. Il fallait qu'ils se défoulent, ces malheureux, ils étaient heureux, donc on les a laissés casser. Et le CRS en question disait qu'ils avaient reçu l'ordre de se retirer, de laisser faire. De toute façon, de ne pas toucher à ces petits qui venaient des banlieues. Besoin d'un petit dessin? Bon. Donc, alors, là-dessus, stratégie de laisser faire la racaille, stratégie, ce que j'appelle la stratégie de terreur. Rappelez-vous certaines de mes conférences dernièrement, dans lesquelles je défends la thèse qu'ils ont besoin des attentats terroristes pour faire peur aux populations et imposer des lois restrictives de nos libertés. C'est pas le Maghrébin, soi-disant islamisé, qui est devenu terroriste, etc., que cela va gêner. Ce sont les Français dans leur activité et dans leur possibilité de commentaire de la situation. Ils verrouillent l'expression. Si ils se rendent compte qu'ils vont perdre leurs élections, normalement ils perdront les élections, il y a un scénario qui est possible et que je crains. C'est qu'on nous sorte un énième 13 novembre, où Charlie Hebdo, ou ceci, ou Cacher, etc., et qu'on nous dise, à la veille des présidentielles, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire les élections, parce que, vous vous rendez compte, les bureaux de vote, il risque d'y avoir des attentats, donc on suspend les choses. Pendant ce temps-là, il reste au pouvoir. Je crains ce scénario. Donc, les paris sont ouverts. Je crains ce scénario. Et donc, concernant la seconde partie, pensez-vous que la reconquête de la France se fera par les urnes? La conclusion est certainement... Je n'en sais rien, mais il faut tout utiliser. Tout dépend il faut tout utiliser. C'est pour ça que je plaide l'entrisme au Front National, ne serait-ce que pour améliorer certaines choses en virant un certain nombre d'individus qui y sont. Je dis les choses clairement. Avec moi, il n'y a jamais de surprise, je dis toujours les choses clairement. Il y a très fort potentiel avec le Front National, il faut l'utiliser. Et pas rester dans son coin en crachotant contre le Front National, comme je le répète encore, ce malheureux Bourbon, je me demande finalement pour qui il travaille, ou bien il est bête. Je ne vais pas dire de gros mots, ou bien il est bête, ou bien à qui ça profite. Que pensez-vous du rassemblement organisé par le maire Robert Ménard au Stade Droite? La tour de Babel. La tour de Babel. Il y avait de tout. Là encore, je crois que c'est dans le dernier numéro de La Politique, où j'ai donné la liste des principaux participants. Mais c'est invraisemblable. Il y avait des cathos, des anti-cathos acharnés, genre Alain Benoît. Il faut lire ce que j'ai dévoilé des idées d'Alain de Benoît dans mon livre Enquête sur la Nouvelle Droite, mais il est d'un antichristianisme, mais rabbinique, je dirais. Rabbinique ou logeur. C'est incroyable. Alors, vouloir mettre tout ce monde-là ensemble, c'est toujours la même chose. On ne mélange pas l'eau et l'huile. Ça ne va pas. Donc, Ménard, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire une opération d'autopromotion, tout simplement.
À la limite, je dirais qu'il s'occupe de sa ville de Béziers. Ce qu'il fait, c'est pas trop mal. Mais enfin, qu'il cesse de jouer à la petite politique aérie. Qu'il laisse ça de... Oui, il se veut chef de file d'un... Il se veut chef de file. Alors en plus de ça, il a osé dire qu'il ne servirait jamais de marchepied au Front National. Et il ne manque pas d'air, parce que s'il a été élu, ça a été grâce aux voix du Front National. C'est incroyable, mais vraiment. Alors voilà, encore un qui veut se dédiaboliser. C'est minable. C'est minable. Beaucoup de Français se sentent impuissants face à la situation catastrophique que subit la France actuellement. De quelle manière leur conseillez-vous d'agir ? C'est suite à la question d'un internaute qui pose la question suivante. Comment peut-on agir pour reprendre le contrôle de notre pays et de notre avenir ? Alors, ce genre de questions, je le reçois régulièrement. L'ennui, c'est que ceux qui posent les questions n'entendent pas toujours la réponse. Parce que ça demande du travail. On ne pourra un jour inverser les choses qu'en changeant la perception de la situation de la part des Français. Et ça ne va pas se passer du jour au lendemain, parce qu'ils sont bombardés quotidiennement par les médias, etc., qui leur donnent une fausse idée de la situation et des causes de la situation. Donc, la seule chose que je peux recommander, premièrement, se former. Et pour ça, il faut travailler. Bon, écouter les conférences, c'est bien. Mais il faut lire aussi. Il faut lire tout de même. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un certain nombre, dont les trois principaux, la maçonnerie, le complot mondialiste et le nationalisme français? C'est pour essayer de donner tout de même, en un nombre quelque peu réduit de pages, une vision globale à la fois de ce qu'est l'ennemi, ses méthodes, sa façon d'agir, etc., ce que l'on a à proposer en réponse. Donc tout ça, il faut qu'il le sache, ceux qui posent la question. Et c'est pas simplement dire qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Croyez encore d'un an, telle et telle est partie. Alors, le deuxième volet, qui rejoint une question précédente que vous avez posée, une des possibilités, justement, c'est de passer par la voie électorale éventuellement. On ne doit pas l'abandonner. On ne doit pas l'abandonner, il y a une possibilité de ce côté-là. De toute façon, la voie révolutionnaire, je n'y crois pas. Je connais trop bien les milieux de droite ou soi-disant de la droite extrême. Ils ne sont extrêmes qu'en parole. Ils se gargarisent après avoir bu quelques bonnes pintes de vin ou de bière ou de vin. En tout cas, rappelez-vous comment j'avais accroché le petit Boris Lelay qui avait fait un truc anti-musulman, encore une fois, sans vouloir remonter aux causes, parce que les musulmans sont là, d'accord, mais qui les a fait venir ? Beaucoup boivent d'ailleurs. Qui les a fait venir, hein ? Et alors, et se disant, maintenant, je vais prendre un coup de rouge avec du porc. Est-ce que c'est nécessaire d'insulter les musulmans avec ça ? À quoi ça rime ? À quoi ça sert ? En tout cas, ça ne nous sert pas, parce que ça les dresse contre nous. C'est tout. Il faut remonter aux causes, et c'est pour ça que Boris Lelay commence à m'intriguer, parce qu'il avait bien commencé en faisant des critiques du mondialisme, et progressivement c'est en train de se modifier en un aspect purement anti-musulman primaire. Et là encore, je me pose des questions, pourquoi ? Il avait fait des vidéos sur l'âme goth, justement, qui étaient plutôt bien fait, avec justement, il montrait l'influence et des Américains. justement, alors pourquoi est-ce que brusquement ce personnage se met à bouger, à se modifier ? Posez la question. De toute façon, on va le surveiller, ça c'est évident. Souhaitez-vous commenter l'assassinat du policier et de sa femme, qui travaille également dans la police d'ailleurs, dont l'acte fut revendiqué par Daesh ? Oui, alors là encore, il y a tout de même pas mal de questions à se poser. Bon, alors on me dira, première observation, on dit, tiens, comment se fait-il qu'il ait connu le domicile du policier ? Alors on pourrait me répondre, il était à la sortie du commissariat, il l'a suivi et c'est comme ça qu'il a su où il était. On pourrait répondre qu'un policier qui ne se rend pas compte qu'il est suivi, c'est pas un bon policier. Parce que les questions de filature, en général, ça connaît, hein, normalement. C'est tout de même bizarre. Et alors, il me revient en mémoire l'histoire du suicide
du commissaire Elric Fredoux, Qui a enquêté sur, qui a enquêté sur l'affaire du Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Exactement. Charlie Hebdo, que l'on retrouve suicidé, je crois, le lendemain ou le surlendemain D'ailleurs, de l'affaire. Sa femme n'a jamais La cru, famille a dit qu'il n'était pas dépressif, le médecin qui le suivait pour une maladie banale, etc., qu'il n'était pas dépressif. La famille a exigé, sans l'obtenir, le rapport d'autopsie. Impossible. Et la police est allée saisir les affaires d'Éric Fredoux chez lui, son ordinateur, ses documents, etc. Alors là aussi, on se dit, bon, ce commissaire qui a été assassiné dernièrement, qu'est-ce qu'il savait? Qui était-il, oui. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il savait? Qui dirigeait-il éventuellement? Parce que toutes ces histoires justement d'attentats ou d'attentats soi-disant avortés, ben, peut-être qu'il en savait plus que ce que on nous en dit. Il savait peut-être que tout ça c'était des montages. Donc on élimine. Parce que à la limite on pouvait l'éliminer lui tout seul. Pourquoi sa compagne aussi? Ben, peut-être parce que sa compagne était au courant aussi. Donc là aussi, je n'affirme rien, mais je mets attention à la désinformation, à étudier. Revenons donc sur nos milieux. Avez-vous un commentaire concernant la campagne de M. Asselineau, président de l'UPR? Alors, Asselineau, j'avoue que ce personnage commence à m'exaspérer sérieusement. Ça, j'ai pris quelques notes pour le prochain numéro de la politique. Bon, je vais vous les dire de mémoire. Alors, pour lui, il faut défendre les acquis du comité de résistance. Qu'est-ce que c'est, le comité de résistance? 1900 d'après-guerre. C'était la réconciliation nationale. Tu parles. Réconciliation nationale, c'est plutôt le contraire, c'était l'épuration. Hein. Donc ce monsieur trouve ça très bien et il ne se rend pas compte qu'en fait tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de là. Ben, ça va être le but de ma conférence de cet après-midi. Parce que après tout, cette résistance avec De Gaulle alliée aux communistes a amené quoi? Eh bien, a ramené le personnel de la Troisième République responsable de la débâcle, a ramené, dans les fourgons de l'étranger, hein, quand même, il faut le signaler, a ramené la maçonnerie, qui a été réintroduite. Et rappelez-vous, là j'en parle dans mon livre La maçonnerie. Adrien Zeller, grand maître du Grand Orient de France à l'époque, remercions De Gaulle de leur avoir redonné force et vigueur. Quand même. Explicite. Et qui est-ce qui a remis en vigueur aussi le décret Crémieux qui donnait la nationalité française uniquement aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans, qui pour la deuxième fois au moins s'était battu pour la France? De Gaulle encore. Donc nous vivons aujourd'hui les conséquences des décisions prises au moment de la Conseil national, comité national, etc., avec De Gaulle et ses alliés, qui étaient qui? Qui étaient les communistes, qui étaient les francs-maçons, et qui étaient les anglo-saxons. Et nous vivons la destruction de la France a commencé à ce moment-là. On pourrait dire aussi bien avant 1789, la Troisième République, etc. Mais il y a des étapes qui ont été des franchissements d'une étape supplémentaire. Voilà pourquoi ce Asselineau commence franchement à m'intéresser parce que, alors il fait une critique de l'Europe, c'est très bien, mais évidemment il faut tout de même qu'il donne un petit peu à brouter à ces vaches qui le suivent. Sinon, il ne serait pas crédible. Il faut qu'il en donne un petit peu. Alors, quelle est l'utilité de ce genre d'individu? Avec les Lesquin, avec les Dupont-Aignan, et je ne sais pas quoi encore qui va se déclarer, de retirer les 2, 3, éventuellement 4% qui pourraient empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour, au présidentiel. Tout simplement, voilà quoi, ça va servir. Pas autre chose. C'est pour ça que je mets en garde et que je mettrai de plus en plus en garde devant cet individu. Et d'ailleurs, je constate que je reçois de plus en plus souvent des messages de gens qui viennent à nous
nous disant, voilà, j'étais à l'UPR, mais je me rends compte qu'il y a des choses tout de même bizarres, il ne remonte jamais aux causes. Alors là, le fait que je rappelle toujours qu'il faut remonter aux causes, ça, les gens comprennent. Plus en plus. Et ils se disent, tiens, quand ils entendent un discours qui critique certaines choses, mais sans aller au-delà pour chercher quelle est la cause, ils se disent, tiens, ils se rappellent de ce que j'ai dit. Et pourquoi il ne remonte pas aux causes, celui-là? Voilà. Donc il y a des gens qui se détachent actuellement de l'UPR à cause de ça, parce qu'ils ont compris que derrière ce beau discours soi-disant anti-européen d'Asselineau, ça n'allait pas plus loin, et que, bon, il ne faut tout de même pas oublier, tout de même, il faut savoir que ces références politiques, c'est quoi? Les grands ancêtres de la Révolution, donc la terreur quand même, 1789 plus la terreur. Clémenceau, le franc-maçon Clémenceau qui a voulu la guerre avec les loges, hein, avec la maçonnerie, qui a voulu la Première Guerre mondiale, qui a été quoi? Qui a été le massacre de toute une centaine de milliers de paysans français catholiques. Et pour les Allemands, la même chose. Ça a été une saignée voulue de ce qui restait de la chrétienté en Europe. Et puis on a fait rebelote, bien entendu, avec la Deuxième Guerre mondiale. Et quel est l'autre grand homme de Monsieur Asselineau? De Gaulle. Dont on parlera cet après-midi. Fort bien. Une partie des directeurs d'émissions de Radio Courtoisie se désolidarisent des propos tenus par Monsieur Lesquin. Comment expliquer ce retournement interne? Alors vraiment, je devrais me réjouir. Je ne vais pas me réjouir, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que l'histoire a des retournements incroyables. Alors, je vais tout de même faire un petit topo sur M. Henri de Lesquin, du Plessis-Cassot, qui avait cru intelligent de trafiquer un de mes textes pour me faire condamner, parce qu'il n'avait pas avalé que je dévoile un de ses textes, comme quoi il affirmait que la nation française était née avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Bon, pour recadrer les choses. C'était dans la lettre du Club de l'Horloge numéro 40. Ce qu'il a nié par la suite d'ailleurs, osant affirmer dans les réseaux sociaux qu'il n'avait jamais écrit ça. Et moyennant quoi j'avais réagi en disant, d'accord, mais on fait un débat avec production du texte. On discute, bien entendu. Courage fuyant, il s'est écrasé. Bon. Et puis dernièrement, et c'est là que j'ai commencé à changer ma vision du personnage. Je me suis dit, je le prenais pour un pervers, etc. Je me suis dit, mais est-ce que finalement il n'est pas tout simplement cinglé? Parce qu'il a sorti un certain nombre de déclarations assez étranges. Alors parmi les mesures, par exemple, pour remettre la France sur pied, il fallait détruire la tour Eiffel. À la limite, je ne vois pas d'inconvénient, je ne trouve pas ça particulièrement beau. Enfin, on a peut-être des choses plus urgentes à faire, quand même. Je sais bien que la tour Eiffel, on en a parlé, je crois que la dernière fois, a été construite par un certain Gustave Eiffel, qui était franc-maçon, mais c'était pas pour ça que Lesquin réagissait, c'était pas ça du tout. Bon, d'accord. Bon. Et puis il fallait aussi supprimer la musique noire. Bon, oui, il aurait dit la musique rap, en spécifiant certaines choses du rap. Pourquoi pas? Musique noire, il y a des choses pas mal, les négros spirituels, c'est des choses très bonnes. Et puis, il voulait, je crois, rattacher la Belgique à la France, et là, je crois que j'en ai parlé dernièrement. Quand on me parle de ça, je le dis d'ailleurs à mes amis belges, et je dis, vous savez, on a déjà suffisamment de spécialistes et de francs-maçons en France, on n'a pas besoin de vous. Parce que la Belgique, c'est un vivier. Et puis, je ne sais plus quoi encore. Ah oui, et puis il se réjouissait de la loi de Le Chapelier. Il ne disait pas Isaac Le Chapelier, Motus. Mais vous allez voir, il est en pleine contradiction. Il disait la loi d'Isaac Le Chapelier qui avait préservé la France des syndicats. Alors, cet abruti, il n'y a pas d'autre terme, vous êtes un culte si vous préférez, ne sait pas la différence entre les corporations et un syndicat. Les corporations, c'était le contraire et l'antidote des syndicats. Le contraire. Mais il ne connaît pas. Malheureusement, il ne connaît pas. Puis alors, tout dernièrement, probablement parce qu'il trouvait qu'on ne parlait peut-être pas encore assez de lui, alors là, il s'est lâché.
faisant observer des choses, bon, je ne m'appesantirai pas sur le bien fondé de la chose, mais enfin s'étonnant, c'était à propos du décès de Martin Gray, qui était un des rescapés des camps, etc. Comme quoi il était mort à 90 ans, apparemment en bonne santé. Bon, quand on meurt, on n'est plus tout à fait en bonne santé. Et puis, alors je cite, la grosse Simone Veil, qui elle aussi à 90 ans est en très bonne santé, etc. Que n'avait-il pas dit là? Non, mais c'est arrêté. Ça sert à rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Ça va tarder. Poursuite par le CRIF. Donc il a un procès avec le CRIF. Et son compte Twitter... Supprimé. Censure en France. Alors, c'est pour ça que je dis, voyant ça, est-ce qu'il est sain d'esprit? Est-ce qu'il est sain d'esprit? Il se rend pas compte. Non seulement il s'est tiré, comme on dit, une balle dans le pied, mais dans la cervelle aussi, à mon avis. Ça devient du suicide. Alors là, pour reprendre votre question, il y a un certain nombre de collaborateurs qui s'indignent que c'est pas bien, ces dernières déclarations, etc. Ce ne sont pas les toutes premières que j'ai citées, sur le rattachement de la Belgique à la France, la Tour Eiffel, etc., la suppression des corporations, qui était très bien, dont ils se réjouissaient. C'est pas ça qui faisait réagir ces signataires, dont un certain Bernard Anthony. Non, c'est sur les propos sur la Shoah. C'est les propos sur la Shoah. Voilà. Des Noirs. Or, ces quelques signataires, collaborateurs, que ce le malheureux Lesquin avait cru bon de prendre comme collaborateur, justement, à sa radio dite courtoisie, eh bien, il lui crache dessus parce qu'il a touché à l'intouchable. Donc, cette réaction de ces gens-là, c'est une réaction de marane, de juifs, de philosémites, appelez ça comme vous voulez. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je disais tout à l'heure en commençant ma réponse, ça me fait sourire. Je ne me réjouis pas pour ce malheureux Lesquin parce que je pense que cet homme n'est pas bien dans sa tête. Il n'y a pas d'autre explication. Je crois qu'il y a un problème là. Je suis d'ailleurs toujours en procès avec lui puisqu'il m'a refait un énième procès parce que je l'avais traité de faussaire. Je ne sais pas comment ça va tourner tout ça, mais voilà. Ensuite, le prochain numéro. Certains de nos lecteurs s'étonnent de ne plus voir annoncer vos conférences dans Rivarol. Que pouvez-vous leur dire à ce sujet? Bon. Eh bien, cela, une longue histoire, si je tire. Longue histoire. Depuis des années, je m'étonne de certaines prises de position de Rivarol. Et j'ai rappelé, par exemple, qu'en 1958, lors du référendum de Gaulle, Rivarol avait fait voter pour de Gaulle. C'est curieux compte tenu de l'étiquette que représente Rivarol. Et puis, je m'étais aussi étonné quelque peu dernièrement qu'en 2012, Rivarol, tout en prenant des attitudes de vierge effarouchées, avait tout de même fait passer le message comme quoi il fallait faire voter Sarkozy. De même curieux, quand on se dit à un journal nationaliste, qu'en plus de ça, le directeur, M. Jérôme Bourbon, se dit c'est des vacantistes, c'est-à-dire Cato tradit, plus pur que pur, jeté pur. Bizarre. Et puis arrive l'épisode du banquet qu'il a voulu organiser avec un certain nombre de personnages assez curieux. Le Pen, Henri Lesquin, un curieux personnage, pas tellement connu du public, mais que je connais quand même parce que j'ai des documents, qui s'appelle le marquis Chéri dit de Olmeta. Bon, marquis... D'accord, de Olmeta. D'accord. Bon, alors, Le Pen, c'est qui? Celui qui disait « Toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet. » Et il va se faire applaudir par ces malheureux, comment dire, imbéciles,
de lecteurs de Rivarol qui étaient au banquet, qui l'ont applaudi. Ah, Le Pen, Le Pen, Le Pen. Comprenez pourquoi je dis, c'est d'ailleurs pas moi qui ai inventé la formule, que la bêtise humaine, c'était ce qui donnait le mieux la notion de l'infini. Donc voilà des gens qui se disent d'extrême droite, et qui vont applaudir quelqu'un qui leur a craché la figure en leur disant « Toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet ». Puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans le parcours de Le Pen, son fricotage avec la secte Moon. Je ne parlerai pas de l'héritage Lambert. De toute façon, tout ça c'est dans mon livre « Histoire d'une trahison ». Ceux qui veulent se documenter sur le personnage Le Pen, ils auront tout. Référencé. Jamais eu de procès. Et puis la cuvée de champagne faite avec un de ses admirateurs, producteurs de champagne, une cuvée réservée aux bars gays et lesbiennes. Et monsieur Jérôme Bourbon, c'est des vacantistes, invite ce genre d'individus. Et il a, c'est Jérôme Bourbon, a mon livre sur Le Pen. Je lui ai rappelé qu'il pouvait se replonger dedans. Non. Et puis Le Pen, c'est quoi encore? Eh bien, c'est l'octroi à sa fille Marine d'un parrain qui était proxénète, Monsieur Éric. Mais je vous en passe. Voilà, sont les fondamentaux de Le Pen. Puis alors, le personnage qui se dit tantôt anti-immigration, tantôt pour immigration. Il faut se rappeler notamment de sa déclaration, c'était dans les années 50, je crois, à l'Assemblée nationale, disant aux Algériens, vous êtes la jeunesse de la France, entre autres. Et puis son discours sur la dalle d'Argenteuil, au moment des présidentielles de 2007, disant, vous, black, blanc, beurre, etc., vous devez nous aider à restaurer la République. Sauver la République ou je ne sais pas quoi. Donc il faut tout de même savoir qui est Le Pen. Hein? C'est pas tout à fait du nationalisme, ça. Hein? Et voilà ce que... Alors, Lesquin, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà suffisamment dit. Quant au marquis Chérigues des Olmetas, eh bien, dans le dernier numéro de La Politique, j'ai sorti quelques-unes de ses prises de position dans un de ses livres qui montre que c'est un bon petit franc-maçon de haut grade. Bon, je passe sur les autres invités, dans toute la bande de ces pseudo-nationalistes de l'ex-œuvre française d'aujourd'hui, le Parti nationaliste français, qui étaient là justement pour faire la claque pour ces trois individus. Et vous croyez que c'est avec ce genre de gens qu'on va faire la révolution en France ? Alors, j'entends que certains pleurnichent, à commencer par M. Gandillon, Blancard-Dassac m'attaque. Oui, je l'attaque. Je dirais plutôt que j'ai pris mon fouet. C'est tout. Je fustige les gens qui ne sont pas cohérents avec les idées qu'ils affichent. Point à la ligne. Ça leur plaise ou pas. D'ailleurs, concernant des personnes qui, cette fois, vous attaquent, vous, un certain Louis Hubert Rémy, je crois que c'est son prénom, trouve débile votre incitation à faire de l'entrisme au sein du Front National. Que répondez-vous à ceux pour qui la toute-puissance de Dieu suffirait à redresser la France ? Alors là, c'est vraiment, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est une chose qui revient régulièrement. De toute façon, il n'y a plus rien à faire, et il faut attendre que Dieu règle les problèmes, et on attend le cheval blanc qui va descendre du ciel avec éventuellement le roi de France qui va tout régler. Je regrette beaucoup, moi j'appelle ça une désertion. Il faut se battre. Selon la vieille formule, aide-toi et le ciel t'aidera. Tout simplement. Alors, monsieur Louis Hubert Rémy, que j'ai un petit peu connu, bien j'ai enregistré qu'il se défendait d'être sédévacantiste. Il est sédévacantiste. Et c'est une chose qui est assez commune à tous les sédévacantistes, c'est à force de vouloir être plus pur que pur, ne pas vouloir frayer avec un tel et un tel. Bon, alors il faut faire le tri. Bon, on pourrait en dire autant de moi, puisque je critique Rivarol, etc., et ce qui tourne autour, mais il y a des priorités.
Pourquoi ne fait-il pas que l'on utilise tout de même la force que représente le Front National? C'est pas normal. C'est tout de même, que ça fasse plaisir ou pas, le premier parti de France. C'est tout de même une force. Et quand on sait que Manuel Valls n'endort pas au point d'avoir déclaré le 31 mars 2005 à Riposte laïque que si Marine Le Pen l'emportait, il interromprait le processus électoral, ça semble bien indiquer la hantise des loges et autres communautés d'une victoire éventuelle du Front National, malgré tous les aspects qui nous déplaisent qu'il peut y avoir au Front National. Vous avez parlé tout à l'heure de la déclaration, c'est vous, Ludivine, qui avez parlé de la déclaration de Marine Le Pen annonçant qu'elle supprimerait la loi Taubira. Ça, c'est un acquis. Et voilà. Et non, ça ne semble pas être suffisant pour M. Hubert Rémy. Mais qu'est-ce qu'il lui faut en plus? Hein? Alors quoi, il faut l'archange Gabriel qui vienne Non, je regrette beaucoup, ces gens-là se paralysent l'action. Alors son argumentaire pour dire qu'il n'était pas sédévacantiste, c'était de dire que lui il croit toujours en la légitimité du pape, mais que ce n'est plus la même église, et elle est occultée par une autre église à la place. Oui, mais de toute façon, non, mais c'est contradictoire ça. Ah oui. Contradictoire. Que l'église soit occupée par des gens qui nous déplaisent, qui ont une influence sur le pape, etc., etc., je suis tout à fait d'accord. Mais ces gens feraient bien de se reporter à l'histoire de l'Église. Je le répète sur tous les tons, l'histoire de l'Église n'a pas été un long fleuve tranquille. Et on dirait qu'il n'y a que maintenant. Ah, c'est la fin des temps. La fin des temps. Et eux ont compris, donc eux seront sauvés. C'est un peu égoïste. Non, mais non, j'insiste là-dessus, ce genre d'attitude est pernicieuse parce qu'elle est démobilisatrice. Et je les renvoie à leur responsabilité, les Hubert et compagnie. En parlant de démobilisation, il y a également une dernière... sur le site Égalité et Réconciliation, dernièrement, il y a eu une émission de radio qui interviewait M. Francis Cousin, marxiste, Oui. qui d'ailleurs expliquait à travers son argumentaire que même vouloir combattre le capitalisme, c'était quelque part l'engraisser et qu'il y avait une fatalité finalement dans le capitalisme marxiste, expliqué par Marx. Alors là encore, j'ai entendu parler de cette thèse soutenue à Égalité et Réconciliation. C'est tout de même assez curieux. Parce que là encore, voilà, on a parlé de Hubert Rémy, on parle de ce cousin-là en question. Qui nous pourtant rien à voir. Ce sont deux façons de démobiliser. De toute façon, il n'y a rien à faire, chez l'un comme chez l'autre. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la fatalité. En fait, c'est le sens de l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de sens de l'histoire. L'histoire est faite par l'affrontement de volonté. C'est ça. C'est ce qui fait l'aspect bizarre, en dents de scie, sinusoïdal, comme on voudra, de l'histoire. C'est l'affrontement de volonté. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce discours, cette espèce de Francis Cousin, c'est pas... Francis Cousin, il est philosophe. Philosophe, oui, encore un philosophe. Hein. Mais autoproclamé, je suppose. Non, pas d'où il sort. Comment est-ce que Alain Soral, qui par ailleurs peut faire de bon travail en publiant des livres intéressants pour la culture générale des gens, et je me rends compte tout de même du travail utile, tout au moins de dégrossissage de beaucoup de gens qui n'avaient aucune idée en politique. Parce qu'ils viennent chez nous maintenant. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont compris un certain nombre de choses, mais pourquoi viennent-ils chez nous? Parce qu'ils perçoivent au travers des contradictions internes, d'égalité et conciliation, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et l'histoire de ce Francis Cousin fait partie des choses qui ne collent pas. Contradictoire. C'est contradictoire. Et ce Francis Cousin, il faut le mettre à l'index. Alors là, on va surveiller le personnage, parce que ça, comme lui, Hubert Rémy, c'est une façon de démobiliser toute réaction.
Alors on a une question de Thomas. Qui est Laurent Glosy et quelle est son idéologie? Bon, alors Laurent Glosy, j'avoue que j'ai pas tout lu de lui, loin de là. Laurent Glosy est arrivé un jour dans La sphère d'ici. ma petite sphère, recommandé par Florian Rouanet, D'accord. me disant, voilà, il a écrit un truc intéressant sur les témoins de Jéhovah, il serait très heureux que vous le publiiez dans la politique. Je dis oui, pourquoi pas, qu'il m'envoie le texte. Il m'envoie le texte, bon, je ne suis pas du tout témoin de Jéhovah, parce que bon, c'est un truc curieux, à la fois une secte protestante, certaines influences maçonniques aussi, bon, curieux. Donc, pas du tout prendre la défense des témoins de Jéhovah. Mais ce qui me dérange toujours quand on me soumet des textes, c'est qu'on accuse sans donner les textes de support de l'accusation. Or, M. Glosy accusait les témoins de Jéhovah de ceci, cela, mais il n'y avait pas le moins de texte de référence. Pas de preuve. Pas de preuve. Or, vis-à-vis du public, moi je ne vais pas publier un article de quelqu'un qui me dit voilà, les témoins de Jéhovah c'est ceci, les témoins de Jéhovah c'est cela. Oui, d'accord, mais un petit support. Et je lui ai répondu. Je lui ai dit bon, votre texte, d'abord il faudrait le faire plus court. Et deuxièmement, ça manque furieusement de références. Vous me refaites le texte avec les références et on le publiera éventuellement. Ça s'est arrêté là. Il n'y a jamais. Alors, le reste de ce qu'il a fait par la suite, je n'en sais rien. Maintenant, je sais qu'il a fait un truc sur le pédosatanisme, etc. J'espère qu'il a un petit peu documenté son truc avec des références de gens qui de la loge, qui de ceci, qui de cela. Comment est-ce que je procède? Ceux qui ont lu la maçonnerie, bon, vous en faites partie. Comment est-ce que je procède? Que ce soit avec la maçonnerie ou avec les citations juives. Vous sortez les Je donne leurs propres citations. Je les fais parler. Et après, à ceux qui lisent le livre, bah, ils se font leur idée par eux-mêmes. C'est pas moi qui affirme. C'est eux qui affirment ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire comprendre les choses honnêtement. Pas en affirmant gratuitement quelque chose. Qui dirige Média Presse Info et TV Liberté? Alors, Média Presse Info, c'est de l'orbite de Alain Escada, c'est-à-dire Civitas. Et l'autre, c'est la Nouvelle Droite, c'est Philippe Millot qui a créé ça en 2014, je crois. C'est alors là, l'un de ces grands pontes, c'est toujours le même. On voit toujours, il était aussi à la Réunion de Béziers, le Galou. Le Galou, alors là, attendez. Là aussi, j'ai préparé. Ensuite, je vais vous citer ce que j'en disais dans la maçonnerie. Il était député en gauche. Il a travaillé au ministère de l'Intérieur, si j'ai bien compris. Oui, non, mais c'est un curieux personnage, hein, ça, c'est évident. Non, c'est pas... C'était dans quoi? C'était dans quoi, déjà? En tout cas, TV Liberté, ça prend de l'ampleur, j'ai l'impression. Oui, là encore, ils font du travail qui n'est pas mauvais en soi, mais qui ne, là encore une fois, qui ne va pas, qui ne remonte pas aux causes. Non, c'était dans le nationalisme français. 65. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Yves Le Gallou est issu du Grèce d'Alain de Benoît. On a parlé d'Alain de Benoît tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Il a été cadre du Front National, puis il est passé au MNR de Bruno Maigret, collaborateur de Radio Courtoisie, et puis il anime un site qui s'appelle Polémia. Il fait des trucs sur le rôle de la presse, etc., qui manque, d'accord, mais il ne remonte pas plus loin. Et je voudrais rappeler un texte qu'il avait publié dans le Libre Journal de Serge de Péketch, ça remonte au 28 février
2003. Et je trouvais son discours assez étrange et j'ai voulu justement montrer un petit peu la désorganisation intellectuelle de ce genre d'individus sortis de cette nouvelle droite pagano-athée. Alors, ils ne savent pas écrire clairement. On dirait qu'il faut toujours un peigne pour essayer de comprendre et de démêler un petit peu. Alors, ce qu'il disait, le logiciel national qui date des années 70-80, ah oui, pas avant. Il parle du pas avant, national, pas avant. en fait, tout simplement. Voilà. Est aujourd'hui dépassé. Et de nationalité française ne veut plus dire grand-chose. Une réflexion doctrinale pour élaborer des concepts adaptés au temps nouveau, des idées nouvelles, une nouvelle grille de lecture, un nouveau vocabulaire, de nouveaux procédés en matière de communication. C'est ce qu'il préconisait pour en sortir. La nouveauté, quoi, en somme. Et il invitait à accepter que la France nationale, qui a été au centre de nombre de nos discours, n'est plus la France quotidienne. Bon, on pourrait accepter la chose, mais ce qui vient après est tout de même curieux. La République est en loc. Pas vraiment. Pas franchement, c'est plutôt la France qui est en loc. Et l'État-nation ne vaut guère mieux. Et il concluait ceci. Il proposait, écoutez bien, une voie à la fois post-nationale. Post-nationale, c'est quoi? Après, la C'est nation, mondialiste. quelque chose de nouveau. C'est mondialiste, ça, post-national. Démocratique. Il est démocrate, parce que bien entendu, on va sauver la nation à une. Et identitaire. Alors, post-national et identitaire. C'est contradictoire, il me semble. Ben voilà. Voilà les courts-circuits dans la cervelle de monsieur Les courts-circuits. Le Guen. Oui, comment je travaille? Citation. Citation, ce n'est que comme ça qu'on peut faire comprendre honnêtement qui est qui. Tout à fait. Alors là, on va aborder des questions de religion. Des internautes ont été surpris de vous entendre dire qu'il y a rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament remplace l'Ancien. Pouvez-vous préciser votre pensée au sujet de l'Ancien Testament? Pour ces catholiques, vos propos relèvent d'une dérive sectaire. Bon, je pourrais leur répondre très brièvement que leur réflexion reflète une dérive moderniste. C'est possible. Moderniste et je dirais juive. Parce que la grande thèse, par exemple, d'un Bernard Anthony, pour ne pas l'oublier celui-là, c'est de dire justement que les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. Bon, mais je regrette beaucoup. S'il y a eu un Nouveau Testament, c'est qu'il y en a eu besoin. Et s'il y en a eu besoin, c'est pourquoi? Quel a été le facteur qui a obligé? La crucifixion du Christ. Par qui? Par les Juifs. Pas par les Romains. Non. Pas par les Romains, par les Juifs qui ont exigé Des Romains, des Romains comme d'habitude. que le Christ soit crucifié plutôt que Barabbas. Qui a été libéré. Donc, déjà à l'époque, Démocratie. ils préféraient la démocratie, comme aujourd'hui en République démocratique, on préfère la racaille à l'innocent. Donc voilà, s'ils ne comprennent pas ça, ben, il faudra qu'ils reprennent. Alors, il y a une chose que l'on dit, que si on veut étudier l'Ancien Testament, il faut le lire à la lumière du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, une phrase du Christ dit bien « Je ne suis pas venu abolir l'ancienne loi, mais l'accomplir ». L'accomplir, exactement. Or, l'ancienne loi ne pouvait pas être accomplie puisque le peuple juif ne le voulait pas. Ils ne voulaient pas puisqu'ils ont rejeté le Christ. Oui. Tout simplement. Et les prophètes. Et les prophètes. Alors, bon, on peut admettre les prophètes, mais il y a eu une rupture qui est la faute des Juifs, et eux seuls. Donc, ceux qui ne comprennent pas justement que s'il y a eu cette rupture, c'est
c'est à cause de la crucifixion du Christ faite par les Juifs. Tout est là. Alors, c'est là que l'on rejoint encore l'évolution de l'Église nocive aujourd'hui, avec le décret Nostra Aetate, qui a été imposé par les Juifs, qui veut justement essayer de faire croire qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que les Juifs sont les pères des... Voilà, des catholiques, exactement, en fait. exactement. Et je regrette beaucoup. Puis ça se termine judéo. Donc on tourne rond dans cette histoire-là. Et je répète, je pose la question, pourquoi y a-t-il eu besoin d'un Nouveau Testament? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ceux qui ne comprennent pas ça, c'est qu'ils sont imbus de tout cet enseignement moderniste depuis des décennies et conforté, appuyé par l'évolution actuelle de l'Église. Ce qui ne veut pas dire que je sors de l'Église, non, je me bats à l'intérieur, tout, parce que de toute façon, la promesse du Christ disait que la porte de l'enfer ne prévaudrait pas contre son Église, alors ou on y croit, ou on n'y croit pas, comme les CD-vacantistes. Comme les CD-vacantistes. Mais eux disent Qui que ne sont pas... Oh, oui, ils disent, oui, c'est ça. Eux sont les pères de l'Église, mais oui, c'est ça. Et ta sœur, oui. Que pensez-vous de cette phrase « L'islam est le ballet d'Israël » prononcée par le rabbin David Touitou? Il a tout à fait raison. Il s'en réjouit. Il a tout à fait raison de son point de vue. C'est exactement ça. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux musulmans, c'est qu'ils sont utilisés depuis le début de l'islam par le judaïsme contre nous. Et qu'on ne s'en sortira, et eux, musulmans, et nous, chrétiens, qu'en faisant front commun contre le judaïsme. D'ailleurs, des internautes restent sceptiques face à une possible alliance avec les musulmans de France, car nous avons essentiellement des maghrébins sunnites et très peu de musulmans chiites. Alors, je voudrais savoir d'où ils tirent ces chiffres, et je leur ferai remarquer aussi une chose, qu'il y a aussi des sunnites qui sont proches des chiites. Et je voudrais tout de même rappeler le cas de Saddam Hussein, qui était sunnite. Il y avait un Premier ministre catholique. Et qui avait d'ailleurs un Premier ministre catholique qui était Tareq Aziz. Les choses ne sont pas en noir et blanc. C'est tout de même plus subtil que ça. On ne peut pas dire... Bon, en gros, c'est vrai. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En gros, c'est vrai que la partie de sunnite dont on parle est allié des Américains et d'Israël. Et c'est le sunnisme aggravé par le wahhabisme de l'Arabie saoudite et du Qatar. Et donc, et de toute façon, au-delà des étiquettes qui peuvent être trompeuses, puisque tous les sunnites ne sont pas à mettre dans le même sac. Il faut bien voir que ce qui nous intéresse, et qui devrait intéresser les musulmans aussi, c'est que nous avons affaire au même ennemi mondialiste, judéo-américain. Et que si on veut s'en débarrasser, ce n'est qu'en s'alliant. Et Poutine l'a remarquablement compris, puisqu'il est allé aider Bachar el-Assad. Dans l'histoire, il y a des alliances qui se créent parce qu'il y a des intérêts communs ou des dangers communs. Ça dure ce que ça dure, ça peut durer, ça peut être simplement momentané, parce que chacun y trouve son compte. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça, c'est de la stratégie, c'est tout. Parce que pour revenir sur la phrase de Touitou, il voyait l'Europe rentrer dans une guerre civile qui allait... Mais bien entendu, mais ils le veulent, justement. Mais regardez les déclarations d'Attali et compagnie. C'est évident. On va aborder les questions au niveau international. C'est tout récent. Comment interprétez-vous l'assassinat de la Britannique européiste Jo Cox? Jo Cox. Très joli nom. Oh, comme ça tombe bien. Comme ça tombe bien. Vous trouvez pas? D'ailleurs, il y a un lien, je lisais ça hier, il y avait
Quand il y avait eu un référendum en Suède, aussi également européen, il y avait eu une Oui, pro-européiste. c'est pas aussi vrai que ça. Ah, bon, C'est pas j'ai vu ça aussi sur vrai le que milieu. ça. Ah, Hier. bien entendu. C'est vraiment l'histoire de brouiller les cartes. Alors, quel est l'assassin désigné de Joe Cox? Un Américain d'extrême droite. Nazi, les croix Suprématie blanche, etc., etc. Puis qu'est-ce qu'il vient faire cet Américain dans cette histoire anglaise? De quoi se met-il De quoi se mêle-t-il? Ah, mais on pourrait se dire, oui, que effectivement, si les Anglais sortaient de l'Europe, ça ferait pas les affaires du mondialisme américano-sioniste. Alors, cet attentat vise quoi, finalement? À quelques jours du Brexit. Vise quoi? À faire peur, Voilà, à horrifier les Anglais qui seraient tentés de voter non à la permanence de l'Angleterre dans l'Europe, leur dire mais non, c'est pas possible, non, alors ou ils vont s'abstenir, ou ils vont voter oui. Donc c'est à ça que cela va servir. Changer l'opinion. Parce que... Changer l'opinion, manipuler l'opinion. par le chaos. Vous faisiez allusion à ce que vous avez vu sur les réseaux, enfin, Oui, qu'on très vous en dit. rapidement, oui. Ce que Asselineau a repris d'ailleurs tout de suite. D'accord. Curieux petit Asselineau, d'ailleurs, justement. Qui avait d'ailleurs prévu cette assassinat. Qui avait prévu ça? Mais quel génie! Oui, Ah, quel c'est génie, pas il des- avait prévu ça! Il a joué à risque. Et il se sert du cas de Anna Lint, la Suédoise. Exactement, oui. Le problème, c'est que si elle a été assassinée, c'est pas pour la raison que l'on dit, c'est parce qu'elle était partisan de sanctions économiques de l'Europe contre Israël. Ah, d'accord. Eh bien, en Suède, ils sont très... Ouais. On en avait parlé à l'époque dans la politique. D'accord. Alors reprenez, voilà, je ne sais plus en quelle année, 2004, je crois, c'est il y a de ça. en 2004, reprenez la collection de la politique et vous trouverez les références que l'on a données. Elle a été assassinée parce que, en tant que ministre des Affaires étrangères à l'époque, Ouais. elle plaidait pour des sanctions économiques contre Israël, à cause du comportement d'Israël par rapport aux Palestiniens. Bien sûr. C'est pas du tout ce que Asselineau, à la remorque des médias, essaye de faire. Est-ce que ça n'aurait pas pu faire d'une pierre deux coups, son assassinat à Madame Lint ensuite? Et alors là, je ne me rappelle plus d'ailleurs, ça n'était pas apparent du tout son attitude soi-disant pro-européenne. C'était pas du tout. Essentiel. Non, c'était pas du tout apparent, parce que sinon, je pense qu'on en aurait parlé. Non, ce qui était au premier plan, et d'ailleurs les Israéliens s'en indignaient copieusement à l'époque, c'est qu'elle voulait des sanctions de l'Europe contre Israël. Que vous inspire la tournée de Barack Obama? Ah, vous voulez pas revenir sur le... Non, c'est bon. Sur quoi? Pardon, sur Non, non. Joe Cox. On a fini avec Joe Cox. Joe Cox, je ne vois pas ce qu'on pourrait en dire de plus. C'est une manipulation de l'opinion publique pour faire peur, quoi. C'est tout. Que vous inspire la tournée de Barack Obama au Japon et au Vietnam? Il manque pas d'air. Il manque pas d'air. Il manque pas d'air. Alors, il n'a pas fait de mea culpa, que je sache. Il n'a pas fait de mea culpa. Et en fait, à quoi visait cette tournée? Pas simplement au Japon, mais au Vietnam aussi. Il faut savoir ce que les Américains ont bombardé comme bombes au napalm, défoliants, cancérigènes, etc. sur le Vietnam. Avec des conséquences. Et les conséquences jusqu'à nos jours. Que je sache, il ne s'est pas repenti non plus. Alors, à quoi servait cette tournée? Parce que les Américains ont terriblement peur aujourd'hui, à la fois de l'action de Poutine, avec sa dédollarisation, avec les BRICS, la Chine, etc., et aussi de la Chine qui s'arme, qui se développe de plus en plus, et la tournée d'Obama voulait simplement dire ceci, essayer de consolider ou de créer des liens supplémentaires avec le Japon et le Vietnam contre la Chine. C'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Alors il peut venir avec sa bonne petite gueule enfarinée. Si encore il s'était excusé de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, là, pas du tout. Non, vraiment, ces Américains, enfin, ces gouvernements américains,
C'est incroyable, c'est insidieux. Alors pourquoi revenir tout de même à Joe Cox Et on me dira, mais bon, tout de même curieux, un assassinat comme ça. Mais ceux qui ont été capables de concevoir le 11 septembre 2001, ceux qui ont été capables de concevoir la provocation de Pearl Harbor avec 3000 marins américains sacrifiés en pure connaissance de cause pour donner un argument au gouvernement américain de Roosevelt de pouvoir rentrer en guerre, comme le 11 septembre allait permettre de donner l'argument de pouvoir faire la guerre à l'Afghanistan et ensuite à l'Irak. Vous pensez que ces gens qui ont été capables de faire Pearl Harbor, le 11 septembre, tous les trucs des opérations Gladio et compagnie, dont j'ai parlé dernièrement dans mes conférences, ne seraient pas capables d'assassiner un membre proche d'eux pour pouvoir déclencher une réaction populaire, finalement d'adhésion de l'Angleterre. Tout est calculé, ils sont prêts à sacrifier les leurs, et je rappelle Pearl Harbor, je rappelle le 11 septembre, ils sont prêts à sacrifier les leurs en vue de leur but messianique. Tout à fait. Quelle est votre analyse de la fusillade d'Orlando ? Ben là aussi, à qui profite le crime? Alors, fusillade d'Orlando, c'est curieux parce qu'il y a tout de même plusieurs versions. 2 versions en tout cas. Celle de cet Afghan naturalisé américain qui fait un carton dans une boîte homosexuelle américaine qui tue 50 personnes et en blesse à peu près autant, je crois. Oui, curieux. Oui. Alors, il y a une chose qui m'a tout de même interpellé, que j'ai vue, c'est que son père avait fait partie des soutiens afghans aux Américains contre les Soviétiques en Afghanistan. Et je pense que c'est à ce titre-là que lui et son fils ont été naturalisés américains. Donc ça indique déjà une collaboration avec les milieux américains, avec le gouvernement américain. Bon, alors, on apprend aussi accessoirement, après qu'on nous ait horrifiés envers ce massacre d'homosexuels dans cette boîte gay, bon, première réaction, on se dit, tiens, lui, il n'était pas homosexuel, il était horrifié par les homosexuels. Ah oui, mais, petit problème, on apprend que lui-même était homosexuel. Ah, alors, chagrin d'amour. Un peu violent. 50 personnes, quelques blessés supplémentaires, ça fait effectivement, la note était un peu salée quand même. Et puis on apprend aussi que des témoins disent qu'il y avait 4 personnes qui tiraient. Alors qu'est-ce que c'est encore que cette manipulation? À qui cela va servir au point de vue opinion publique? Ça va servir à ceux qui veulent démolir par tous les moyens le lobby des armes aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, comme en Suisse d'ailleurs, les citoyens peuvent être armés, etc. C'est dans la Constitution. Et Obama et compagnie cherchent par tous les moyens à faire supprimer ça. Donc ça va servir à ça pour la énième fois. Il y a eu combien de crimes, etc. On voudrait bien savoir quels sont les donneurs d'ordre et les tireurs de ficelle de tout ça. Et puis ça va servir à quoi? Ben, à faire plaindre les milieux homosexuels, moyennant quoi la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs de la LGBT. Tout à fait. La mairie, l'hôtel de ville de Paris aussi. Mais l'hôtel de ville, ben voyons, bien entendu, notre chère Anne Hidalgo. Donc voilà. Donc à chaque fois que vous voyez un fait qui est fait pour horripiler les populations, pour indigner les populations, dites-vous bien à qui cela profite, qu'est-ce que l'on cherche par ce truc, par ce fait. Oui, qui profite le crime. Mais d'ailleurs, concernant les réseaux de cet Afghan,
On a pu lire dans Rivarol qu'il travaillait lui-même dans une entreprise de sécurité israélo-britannique. Ah ben ça, oui, ça c'est intéressant. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, ça je ne l'ai pas vu. Hein? G4S, ouais, c'est... Oui, ben, comme c'est curieux. Ah, comme c'est curieux. Et donc il avait accès à des armes depuis son entreprise de sécurité. Israélo-américain. Très bien. J'enregistre. Suite à l'attaque de Tel Aviv, y a-t-il une volonté de rapprocher Paris, Bruxelles et Israël ? Notamment la phrase d'un certain Meir Habib, de Paris à Tel Aviv, de Bruxelles à Jérusalem, c'est le même terrorisme qui frappe en ce début de Ramadan au nom du djihad mondial qui a déclaré la guerre à notre civilisation. Alors, le Meir Habib, d'abord, il faudrait savoir que c'est un grand copain de M. Nicolas Sarkozy. Étonnant, ils sont de la même confession. Que ce genre de discours avait déjà été tenu par Benjamin Netanyahou avant Charlie Hebdo, sur l'air de dire si vous ne nous aidez pas, ça va vous arriver en France aussi, qui était une menace. Et vous savez quelle est la thèse que j'ai soutenue à ce moment-là, à qui a servi le crime. Qui était derrière. Un rapprochement. Qui était derrière. Donc c'est toujours la même chose. Israël veut l'affrontement de la guerre des mondes. L'affrontement entre les deux blocs. Et rappelez-vous, ce que j'ai rapporté à plusieurs reprises, l'histoire de l'anecdote des trois grands champions, les trois grands coqs, hein, et puis le petit coquelet dans le coin tout maigrichon, auquel on donnait aucune chance devant l'affrontement de ces deux puissants, et puis les deux puissants qui s'entretuent l'un l'autre, et à la fin on voit le petit coq qui dit c'est moi qui ai gagné. Israël. Ben voilà. C'est un rabat. Toute la politique israélienne, c'est ça. Le ministre israélien des Affaires étrangères démissionne, annonçant que des extrémistes gouvernent le pays. Que vous évoque sa déclaration? Et donc il a déclaré: à ma grande tristesse, des éléments extrémistes et dangereux ont pris le contrôle d'Israël et du parti Likoud. Ben, il a tout à fait raison, cet homme. D'ailleurs, il ne faut pas mettre tous les Israéliens dans le même sac. Hein. Il y en a qui sont parfaitement conscients qu'ils vont dans le mur tôt ou tard. Ça va mal se terminer, cette histoire-là. En fait, il fait allusion à l'arrivée à la tête de l'armée israélienne, comme ministre de la guerre, de Lieberman, qui est un ultra. Et les malheureux Palestiniens, ils ne sont pas finis d'en voir. Donc, c'est ça, il y a incontestablement, chez les milieux israéliens, des gens qui ne sont pas complètement fous, et qui mettent périodiquement en garde. Et simplement, comme c'est la partie la plus dure israélienne qui est soutenue par les États-Unis, ce qu'on peut appeler les modérés, ou tout au moins les sensés, les Israéliens sensés, sont mis sur la touche. C'est pas eux qui ont le droit à la parole. La conférence Bilderberg a eu lieu du 9 au 12 juin à Dresde, en Allemagne. À cette occasion, pouvez-vous rappeler l'origine et les objectifs de ces réunions? La maçonnerie, j'imagine. Alors, il faut savoir que toutes ces structures, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Elles se tiennent toutes, elles découlent toutes de la même chose, c'est maçonnique et mondialiste. Alors, on peut trouver ça dans la page 157 de mon livre La maçonnerie. Donc, vous parliez de quoi? Des Bilderberg, justement. Je parlais des Bilderberg. Alors, voilà ce que j'en disais, créé en mai 1954 par un haut gradé de la maçonnerie suédoise, Joseph Rettinger, juif polonais. Le groupe Bilderberg tire son nom de l'hôtel Bilderberg de d'Oosterbeek, où son assemblée constitutive eut lieu sous la présidence de la France, du prince consort des Pays-Bas, Bernard de Lippe. Bien que ces réunions soient secrètes et qu'aucun document ne soit rendu public, c'est beau la transparence démocratique.
On sait que par certaines indiscrétions d'invités à ces réunions, quels en sont les objectifs? Suppression des barrières douanières, on l'a vu. Disparition des armées nationales et création d'une police internationale, on y va. Installation d'un parlement international et limitation des souverainetés nationales, nous y sommes. Etc., etc., etc. Donc voilà. Alors tout ça, ça se mélange avec le CSFR, la trilatérale, etc. Ce sont des visages différents d'une même réalité. Judéo-maçonnique, mondialiste. Donc on va aborder une question d'histoire. Il y a tout juste 201 ans s'engageait la bataille de Waterloo. Quelles leçons peut-on tirer de cette période de l'histoire et quelle est votre opinion sur Napoléon de manière générale? C'est large. Ce qui aurait pu être, est ce qu'il n'a pas compris ou pas pu faire à la fin de sa vie. Je ne sais pas s'il a compris à la fin ou pas. Mais... Alors, bon, faisons un petit peu d'histoire, effectivement. Bonaparte arrive au pouvoir dans les bagages du directoire. Maçonnique. Voilà, c'est ça. Maçonnique. Chef de guerre incontestable, génial. Mais le problème, c'est que, alors évidemment, beaucoup de Français, y compris dans nos milieux, même dits nationalistes, le prennent pour un grand homme à cause de ses victoires militaires. Bon. Victoires militaires, oui, d'accord, mais au nom de quoi et pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'on va voir se produire au fur et à mesure de ces victoires? C'est que à chaque progression des armées de Napoléon vont que se constituer dans les différents pays européens où les armées de Napoléon arrivent, vont s'installer des loges maçonniques. Donc les cadres de l'armée française étaient francs-maçons et créaient des loges maçonniques un peu partout où elles passaient. Bon, l'Empire progresse, se développe, s'impose, normalise la Révolution. Sans Bonaparte, Napoléon, ou Napoléon, Bonaparte, mais dans l'ordre c'est Bonaparte, Napoléon. Sans Bonaparte, Napoléon, les idées de la Révolution auraient fini par disparaître. C'est lui qui les normalise en supprimant la terreur, en normalisant la situation, mais les idées sont toujours là. Elles se développent. Est-ce que son empire était un prémisse de la République universelle? Le fait qu'il... Alors, votre très intelligente réflexion, oui. Pour la raison très simple, justement, comme je disais, c'est que ces armées arrivant dans tous les pays d'Europe vont essaimer les idées de la maçonnerie. Donc ce sont les prémices. Parce que derrière, rappelez-vous ce que je rappelle dans mon livre La maçonnerie, et d'autres d'ailleurs, parce que j'aurai toujours les mêmes choses importantes. Quel était le projet des conjurés de la Révolution dite française? La République universelle. Donc c'était déjà dans les gènes de cette révolution. C'était dans les gènes. Or, qui dit République universelle, c'est le mondialisme d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose, on a changé le mot. La réalité est la même. Donc voilà à quoi aura servi Bonaparte, Napoléon. Et puis on arrive, il gagne des batailles de plus en plus, puis il fait la bêtise de s'engager dans la guerre contre la Russie, retraite de Russie, le début de la fin, et Hitler fera la même bêtise. Exactement la même bêtise. Alors que dans Mein Kampf, il avait fait l'observation que c'était une erreur, etc. Comme quoi, mais l'orgueil des hommes, c'est... Ils croient qu'ils vont mieux faire que le prédécesseur. Donc on arrive à la retraite de Russie, qui était une calamité, début de la fin, pour l'empire de Napoléon. Et puis Waterloo. Waterloo, c'est quoi? C'est une bataille qui aurait pu être gagnée, et qui n'a pas été gagnée parce qu'un général franc-maçon n'était pas au rendez-vous. Le général Grouchy.
fait d'histoire. Gauchy. Grouchy. 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 Et là encore, on retrouve l'Angleterre derrière. Toujours. Et donc, Napoléon est battu. Sainte-Hélène et compagnie, son retour ne changera rien du tout parce que ses armées sont épuisées et que probablement lui aussi est usé jusqu'à la corde. Alors, il faut tout de même rappeler qu'il a été aussi le grand artisan de l'introduction du monde juif. Oui, j'allais vous demander quels étaient ses liens avec le Justement. monde juif. Justement. Et ça pourquoi? Parce que même si je n'ai pas de preuve qu'il ait été franc-maçon, je ne l'ai jamais accusé d'avoir été franc-maçon, n'empêche qu'il en était imbu de toutes ces idées. Et que ça en faisait partie. Rappelez-vous quand je rappelle comment ça a été voté à la Constituante, je crois que ça a été en 1791, je pense, et quand il y a eu la discussion si on faisait rentrer le monde juif dans la nation en leur donnant les mêmes droits qu'aux Français. Eh bien, même avec les constitutionnels révolutionnaires et pour partie francs-maçons, ils ne voulaient pas entendre parler des Juifs. Et il a fallu la menace d'un certain comment il s'appelait déjà, d'Angélis, enfin bref, peu importe, de dire, mais si vous votez contre, vous votez contre la Constitution. Ça voulait dire quoi? Que voter contre l'acceptation des Juifs dans la nation française, c'était voter contre la Révolution. Pourquoi? Parce qu'ils en faisaient partie. Bien sûr. Ils étaient à l'origine, à la racine. Donc voilà. Donc la question est très intéressante, c'est sur Napoléon. Voilà, Napoléon, à quoi il aurait servi? Alors, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, je pense que je ferai prochainement une conférence pour comparer les destins très proches et pourtant très différents entre Napoléon, Hitler et Poutine. C'est plein d'enseignements. Je ne sais pas comment Poutine terminera, mais jusqu'à présent, alors qu'il y a des similitudes, mais vraiment extraordinaires, avec ses deux prédécesseurs, c'est une page d'histoire. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment, de livre en livre, de conférence en conférence, j'essaye de réécrire l'histoire de France. Oui. Parce que si on veut que les Français comprennent, il faut leur faire comprendre, texte à l'appui, j'insiste toujours là-dessus, texte à l'appui, comment on leur ment depuis des siècles. Voilà. Très bien. Là, nous avons terminé. Voilà, fin. Oui. On y prend goût. J'aurais bien continué. Merci à vous deux. Merci à Très vous. bien, très bien. Ça va ? Très bien.